Bonjour, oui, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Il y a une multiplication de suicides et ça ressemble à une forme de purge diligentée par des gens qui, je sais pas, par des gens qui sont mandatés peut-être pour organiser ces disparitions successives. À qui le tour? À qui le tour? Parce que si à chaque fois qu'on prend la parole et qu'on dérange, on, on élimine la vie des gens qui sont comme des lanceurs d'alerte, ça veut dire qu'on est vraiment passé dans une zone d'ombre dangereuse pour celui qui prend la parole et qui s'exprime librement. Le monde est en train de basculer dans quelque chose d'absolument terrifiant. Et c'est vrai que tous ceux qui s'exposent et qui prennent la parole pour contester, pour dénoncer, pour révéler, sont mis en danger. Alors, c'est intéressant d'écouter Jean-Philippe Tanguy, qui, d'une certaine manière, nous avait interpellés à propos d'Alstom. On va l'écouter. Peut-être qu'un jour nous aurons la vérité d'Alstom. Peut-être qu'un jour le parquet national financier pourra établir si oui ou non M. Macron a été un agent des États-Unis pour vendre Alstom, a été un agent pour l'équipe technique à la fin. Peut-être qu'on le saura, peut-être qu'on le saura. Je sais aussi les pires moyens des ingérences américaines, puisqu'on m'a lancé ce sujet, je ne vais pas m'arrêter, chers collègues. Je sais aussi que vous pouvez rentrer chez vous un soir et que votre appartement a été visité par des forces mystérieuses. Je sais que vous pouvez rentrer chez vous une deuxième fois un soir et que votre appartement a encore été visité par des forces mystérieuses, que vos documents ont disparu, que vos ordinateurs ont disparu, mais que votre argent est resté là, que tout ce qui a de la valeur de votre argent est resté là. Et quand vous allez voir la police, on vous dit « mais c'est sans doute des gitans qui sont passés dans votre appartement ». Bien sûr, les gitans qui ont fait un feu de joie avec les documents que vous pouviez avoir. Je sais aussi qu'est-ce que ça peut faire, et mon collègue Thomas Ménager est là derrière moi, c'est lui qui m'a récupéré, qu'un soir, non mais ça peut vous intéresser peut-être, car c'est la vérité, chers collègues, qu'un soir, vous quittez le travail à 22 h un samedi soir, et puis vous êtes pris dans une rue sombre, vous êtes agressé au couteau, vous êtes mis à terre, quelqu'un qui parle anglais vous enfonce sa lame dans la paupière en vous disant que si vous allez voir la police, il va vous tuer. Et voilà, ça vous fait rire? Ça vous fait rire? C'est ce qui m'est arrivé. Et tout ça, c'est peu ce qui peut arriver à d'autres lanceurs d'alerte qui ont eu beaucoup plus de courage que moi, qui ont fait des choses bien plus graves que moi. Voilà, ça c'est dit. Et là, je vais vous faire voir une intervention d'Olivier Marleix qui a eu lieu il y a 5 jours. Alors attendez, il faut que je retrouve le passage. Attendez, parce que 2 minutes. Ça, il y a... Ok, c'est ça. C'est celle-ci. Donc effectivement, on va... Excusez-moi. Je fais le montage en direct un peu là. Je voudrais quand même répondre à M. Bernalicis et M. Léaumont, finalement sans grande surprise, que je crois qu'on a une véritable différence idéologique sur ce sujet-là. Vous voulez absolument, à tout prix, que les étrangers aient en France autant de droits que les Français. Eh bien non, et je vous rappelle que ça ne heurte pas nos principes constitutionnels que de soutenir la thèse contraire, puisque le Conseil constitutionnel, dans une QPC du 23 mai 2025, a rappelé qu'aucun principe, non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle, n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès au séjour sur le territoire national. Donc oui, Monsieur Léaumont, oui, Monsieur Bernalicis, il y a une différence entre les droits absolus d'un citoyen français sur le territoire de la République et les droits relatifs que le législateur a le droit d'encadrer pour des raisons de sécurité, d'ordre public, de protection de la sécurité des Français, sans porter atteinte à quelques principes constitutionnels que ce soit, contrairement à ce que vous affirmez. Merci. Je voudrais d'abord répondre personnellement à Mme Torigna que rien, absolument rien ne l'autorise à dire que ces mesures sont xénophobes et que cet amendement que j'ai personnellement introduit est xénophobe. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas xénophobe, Mme Torigna? C'est parce qu'il ne vise pas tous les étrangers. Évidemment, ce serait absurde et ce serait scandaleux. Vous auriez raison dans ce cas-là. Il vise des étrangers dangereux.
des étrangers dangereux. Et ça, vous êtes incapable. Vous faites en permanence cet amalgame entre le fait que les étrangers dangereux, qui sont l'objet de ce texte, et l'ensemble des étrangers. Ça, c'est très irrespectueux pour nos concitoyens étrangers sur le sol français. Je crois qu'ils ne sont pas tous à mettre dans le même sac, comme vous semblez le faire à longueur de débat sur ce texte. Vous avez évoqué aussi le fait qu'il s'agissait de personnes vulnérables. Visiblement, vous n'avez pas lu le texte, Madame Torigna. Vous n'avez pas lu le texte, on ne parle pas de personnes vulnérables, on parle de gens qui ont été condamnés à une peine d'interdiction du territoire français, ce ne sont pas des petits anges, on parle de gens qui ont été condamnés pour du trafic de drogue, pour du proxénétisme, pour du viol, pour des agressions sexuelles. Reprenez la liste des 14 séries d'infractions qui justifient que les gens seront dans le régime que nous évoquons. Le régime des 210 jours, il s'appliquera à des gens effectivement dangereux. Il ne s'applique pas à des petits anges, Madame Torigna. Dangereux, il ne s'applique pas à des petits anges, Madame Torigna. Voilà, alors ça c'était il y a 5 jours cette intervention. Bon, vous voyez que c'est étonnant que 5 jours après il se suicide. Et puis là vous allez avoir plusieurs séquences que je vous propose, plusieurs séquences où il intervient à propos justement des fameuses affaires où Macron est mis en cause, quoi. La parole est à Monsieur Olivier Marleix. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la presse s'est fait écho d'un potentiel conflit d'intérêts concernant l'actuel secrétaire général de la présidence de la République. Dans ses différents postes, à l'Agence des participations de l'État, comme directeur adjoint et enfin comme directeur de cabinet de 2 ministres de l'économie, ce haut fonctionnaire a été amené à connaître des décisions de financement, de crédit à l'export ou de garantie de l'État pour aider le croisiériste italo-suisse MSC. Le risque de mélange des genres était tel qu'il avait amené la commission de déontologie, fait rarissime, à s'opposer en avril 2014 à son pantouflage chez MSC. Or, à l'automne 2016, Alexis Kohler a finalement rejoint MSC en qualité de directeur financier. À cette date, la période de 3 ans qui interdit à tout agent public de rejoindre une entreprise privée avec laquelle il a eu à traiter dans le cadre de ses fonctions, en la contrôlant, en la surveillant, en formulant des avis la concernant, n'était pourtant pas écoulée. Contrevenir à cette règle des 3 ans, c'est commettre un délit, Monsieur le Premier ministre, le délit de prise illégale d'intérêt défini à l'article L. 432-13 du Code pénal et puni de 3 ans d'emprisonnement. Cette question, Monsieur le Premier ministre, ce n'est évidemment pas à vous d'y répondre. Ce n'est pas à vous d'y répondre, mais désormais à l'autorité judiciaire. Votre responsabilité, en revanche, c'est qu'il ne doit pas y avoir de risque de collusion entre la défense des intérêts publics et de défense des quelques intérêts privés dans notre pays. Le doute sur la morale publique est un poison pour notre République. L'an dernier, votre gouvernement a présenté avec tambour et trompette une loi de moralisation qui a soigneusement repoussé tous les amendements concernant la haute fonction publique. Fort heureusement, notre commission des lois, à l'initiative de sa présidente, a créé une commission d'information qui a fait 2 propositions principales pour mieux encadrer le pantouflage. Rendre enfin publics les avis de la commission de déontologie et la rendre indépendante, proposition adoptée à l'unanimité de tous les groupes de la commission des lois. Depuis, votre gouvernement a freiné des cas de fer. Ma question, Monsieur le Premier ministre, est donc la suivante. Comptez-vous enfin vous engager pour mieux encadrer les conflits d'intérêts dans notre pays et éviter toute collusion entre la haute fonction publique et le monde des affaires? Alstom Power, qui a été vendu par Emmanuel Macron, c'était notre autonomie dans le secteur du nucléaire. C'est les réacteurs de nos centrales nucléaires. On était un des 5 pays capables au monde de vendre des centrales nucléaires clés en main. On a perdu cette capacité. Donc on a effectivement un moment de grand renoncement de mon point de vue, mais aussi grande euphorie en réalité créée par ces méga fusions. Parce que dans le seul cas d'Alstom, j'ai eu l'occasion de creuser le sujet, Alstom a généré environ 600 millions d'honoraires payés sur la place de Paris en cabinet de conseil, cabinet d'avocats, banque d'affaires, boîte de com, 600 millions d'euros. Vous vous rendez compte, on n'a pas un projet industriel dans notre pays pour 600 millions d'euros, ça n'existe quasiment plus. Là, on a payé 600 millions d'euros d'ingénierie financière de services de conseil. Et donc, vous n'avez pas eu qu'Alstom, vous avez eu Alcatel, vous avez eu Technip, vous avez eu Lafarge. Ça a été les grandes années du ruissellement, et je pense que c'est pas pour rien dans l'espèce d'enthousiasme ou d'euphorie autour du Mozart de la finance, entre guillemets, évidemment.
Quelques secondes pour répondre. Je voudrais d'abord faire remarquer à Madame le ministre que visiblement elle n'a pas été entendue. Donc si elle peut passer le message à l'assistance publique Hôpitaux de Paris, elle sera la bienvenue. Et puis je vais essayer de le dire avec calme compte tenu des circonstances. Mais ce ne sont pas ceux qui ont laissé filer Alstom, Alcatel, Technip. Ce ne sont pas ceux qui avaient pour projet la privatisation d'ADP ou le démantèlement d'EDF ou celui de GDF qui sont les mieux placés pour nous rassurer sur l'attention qu'ils portent au patriotisme économique et à l'industrie française. Merci. Le problème du président de la République, c'est qu'il emploie toutes les expressions, tous les mots sont convoqués, toutes les idées dans l'air du temps sont convoquées. Il faut rien laisser aux autres, au risque de se contredire de manière absolument formidable. On a eu un discours de patriotisme économique, lui qui a vendu Alstom, Alcatel, Technip, qui a vendu toutes nos entreprises, qui a laissé faire une fusion Fiat, enfin un peu PSA Fiat, pas très glorieuse non plus. Enfin, on dirait voilà, que c'est un dépeceur. On dirait que c'est quelqu'un qui a vendu nos fleurons. Vous diriez ainsi parce bien que là, sûr, bien sûr. il a vendu nos fleurons, Emmanuel Macron, à l'étranger. Je l'ai dénoncé dans une présidence de commission d'enquête. Et aujourd'hui, on a un discours de patriotisme économique. Enfin, voilà, président, sur cette intervention du président de la République, elle était un peu étonnante. On nous avait annoncé que le président de la République allait fixer un cap. Moi, j'ai tout entendu sauf un cap. J'ai vu un président de la République qui partait tous azimuts, qui était en quelque sorte ministre de tout, qui se noyait dans le détail, ministre de tout, président de rien. C'est le plus proche du président de la République. Donc si maintenant Madame Le Pen nous explique que le président de la République lui va très bien, il faut qu'elle l'explique à ses électeurs. C'est une trahison pour ses électeurs, ni plus ni moins. C'est une trahison. Avec un président du Conseil constitutionnel qu'elle a combattu pendant des années lorsqu'il était député. Tout ça n'a aucun sens, si ce n'est à y voir un deal caché avec le président de la République. Madame Le Pen a censuré avec ses députés, a censuré M. Barnier, qui était un Premier ministre de droite, pour finalement se satisfaire d'un Premier ministre centriste sous le joug qui obéit plutôt au Parti socialiste. Aujourd'hui, elle valide la candidature du meilleur ami du président Macron. Juste un dernier mot, parce que quand je vous entends, je me demande s'il y a encore un socle commun possible, là, en fait. Vous êtes dans le même camp, hein, normalement, avec les macronistes, en l'occurrence. Je crois que les Républicains n'ont à aucun moment caché le fait que M. Ferrand, pour des raisons d'intégrité, etc., qu'on a eu l'occasion d'évoquer ce matin, de proximité excessive avec le président de la République. C'est-à-dire une espèce d'incapacité, je pense, à faire preuve de ce devoir d'ingratitude dont parlent les constitutionnalistes, que ce n'était pas notre candidat, que c'est un mauvais choix. Ce qui le prouve, c'est le résultat. C'est que dans les deux assemblées, il réunit tout juste les 2/5 qui lui permettent d'échapper à la révocation. Il peut dire merci à Madame Le Pen. Validé à une voix près. Merci beaucoup, Olivier Marleix, d'avoir réagi en direct sur BFM TV. Commission d'enquête, mais ce que j'en ai vu, c'est sans doute une mobilisation de moyens de manière surabondante. C'est-à-dire que vous avez, quand j'ai créé la commission d'enquête, j'ai eu plusieurs cabinets de lobbying qui m'ont appelé en me disant mais ça va aboutir, votre demande de commission d'enquête. J'ai répondu oui, ça va aboutir. Pourquoi? Vous avez travaillé sur ce deal? Ah bah oui, on a travaillé dessus. Et en fait, vous vous rendez compte qu'il y avait énormément de monde dessus, y compris des gens qui, je pense, ont cru travailler, n'ont pas forcément été très utiles au deal, mais le fait qu'ils soient rémunérés dans ce deal faisait en tout cas qu'ils n'étaient pas disponibles au service d'une cause adverse. Voilà. Ce qui a amené Arnaud Montebourg à employer cette expression sur laquelle tout Paris était loué, et je pense qu'il a pas tort d'utiliser cette expression, c'est qu'il y avait plus personne de disponible à Paris pour soutenir une thèse inverse et dire que ce deal cette vente d'Alstom à General Electric était un mauvais deal. Donc oui, je pense que l'argent qui est déversé dans certaines opérations, c'était le cas notamment d'Alstom à GE, va probablement au-delà de la simple rémunération du travail effectué, mais permet d'alimenter une vraie stratégie d'influence. On fait travailler des gens pour les neutraliser. Voilà. Donc, c'est pas de la corruption, c'est juste de l'influence. Mon signalement, lui, il va effectivement un tout petit peu plus loin. Là, ce que je viens de vous décrire, c'est ce à quoi je m'étais arrêté à la fin de la commission d'enquête qui a rendu son rapport de mémoire à la mi-avril 2018. Ce que j'ai découvert par la suite, c'est à travers les Macron Leaks notamment, qui ont été exploités par la presse, c'est finalement qu'il y avait des résonances assez étranges, en tout cas troublantes de mon point de vue, entre des structures juridiques qui avaient bénéficié de cette vente
et d'un côté, que j'avais moi identifié comme étant intéressé à la vente d'Alstom, et des donateurs de la campagne de M. Macron, et des gens qui se sont mobilisés aussi pour des dîners de levée de fonds. Effectivement, le rapprochement. Alors vous avez écrit dans votre livre qu'Emmanuel Macron a menti pendant le débat qui l'opposait à Marine Le Pen au sujet de l'affaire Alstom. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, c'est un moment assez étonnant qui est passé totalement inaperçu. Enfin, personne ne s'est repenché dessus depuis. Où c'est finalement Marine Le Pen qui évoque les ventes d'Alstom, d'Alcatel. Et Emmanuel Macron prend un air très sérieux, très sentencieux pour dire attendez, je n'ai pas la phrase exacte, mais je ne veux pas laisser dire, je ne voudrais pas laisser le soupçon s'installer. Et donc, il fait une mise au point. Et il dit, ces affaires, je n'ai jamais eu à en connaître. Voilà. Hein, je ne veux pas laisser le soupçon s'installer. Soyons clairs, je n'ai jamais eu à en connaître. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Ce qu'il dit en prenant les Français à témoin lors de ce débat du premier tour de l'élection présidentielle, c'est faux puisqu'il a eu à en connaître, c'est lui qui a autorisé par sa signature, juridiquement ce sont des ventes d'entreprises considérées comme étant stratégiques, qui étaient donc protégées. Et donc il y a une procédure particulière qui s'appliquait et il fallait la signature du ministre de l'économie. Et le ministre de l'économie qui a signé les ventes d'Alstom, d'Alcatel, de Technip, c'est Emmanuel Macron. Donc il a menti aux Français au moment où il prétendait chasser le soupçon. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est un patchwork intéressant. Maintenant, on comprend mieux pourquoi cet individu gênait. On est dans un système mafieux où ceux qui gênent, on les élimine maintenant. C'est tout simple. Donc c'est peut-être nous qui allons passer à la casserole bientôt, je ne sais pas. C'est un système mafieux. Donc il faut se taire, il ne faut plus parler, puis il faut laisser faire. Il faut laisser la France sombrer dans le néant, dans la catastrophe, dans l'indifférence totale, bien entendu, des Français qui comprennent rien, qui ne voient rien, qui ne veulent rien voir. Voilà. Bonne journée à tous et à bientôt.